Vous êtes mécontent de votre condition d'ouvrier, j'imagine. Ah oui, c'est que les cadences sont déjà trop fortes, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est une chose qu'on doit faire, je veux dire. Si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères et de l'appui de la population qu'on aurait perdu cette grève-là. Bonjour à tous, vous écoutez Action en direct. Action en direct, c'est une émission qui traite à chaque 2 semaines d'actualités syndicales, de conditions de travail et de culture et d'histoire militante. Notre objectif est de montrer le point de vue des travailleuses et travailleurs et de discuter d'enjeux qui les concernent directement à travers des chroniques et des entrevues. On ne croit pas à la neutralité. Ainsi, on prend le parti des précaires, des sans-emploi et de celles et ceux qui se font couper et qui sont les premières cibles de l'austérité. On souhaite également montrer comment ces gens s'organisent pour plus de justice sociale. Notre émission vise donc aussi à diffuser les initiatives des syndicats et de groupes politiques et, à l'occasion, de présenter des capsules sur leur histoire. Action en direct est produite par des membres du syndicat industriel des travailleuses et travailleurs, aussi connu sous son nom anglais, l'IWW, pour Industrial Workers of the World. Il s'agit d'un syndicat qui fait son apparition aux États-Unis en 1905 et qui misait sur la solidarité de classe en organisant ensemble les travailleuses et travailleurs de différents métiers au sein d'une industrie plutôt que de corporations de métiers. Dès sa fondation, la IWW défend des principes révolutionnaires et anticapitalistes et se distingue des autres syndicats en admettant dans ses rangs les femmes, les immigrés et les personnes de couleur. Aujourd'hui, la IWW ne fonctionne plus exactement sous la même formule de membership. C'est une organisation syndicale progressiste et de solidarité qui fait de la mobilisation sur le terrain et en dehors des voies traditionnelles. On organise nos milieux de travail sur des bases égalitaires et autogestionnaires. On aide les travailleurs et travailleuses à récupérer des salaires volés par leurs employeurs avec notre campagne Réclame ta paye et on va à la rencontre des employés en lutte dans différents secteurs où on leur apporte du soutien. Donc, vous écoutez Action en direct. On est le jeudi 5 novembre, journée de manifestation nationale d'ailleurs. Donc, on vous rappelle qu'à 13h, au Parc de la Commune, dans le Vieux-Montréal, il y aura une manifestation pour un réinvestissement dans les services publics qui est organisée par l'AC. D'ailleurs, notre émission d'aujourd'hui va porter en grande partie sur les grèves en cours dans les services publics. Donc, pour commencer, Jean-François, tu vas nous parler de ce qui se passe du côté des employés des traversiers du Québec. Oui, en effet, c'est une grève qui a connu sa conclusion cette semaine. Donc, on va faire un retour là-dessus. Qu'est-ce qui a été perdu, qu'est-ce qui a été gagné? Puis, habituellement, on reçoit des invités en entrevue, mais en préparation de l'émission d'aujourd'hui, c'est plutôt nous qui nous sommes invités sur les lignes de piquetage jeudi passé. On est donc allés rencontrer des travailleuses et travailleurs du secteur public à l'occasion de leur première journée de grève. Donc, Jawad, est-ce que tu peux nous dire comment était l'ambiance sur ces lignes de piquetage? C'était une ambiance assez combative. Il y avait beaucoup de personnes présentes durant la journée. Un peu partout, on est allé dans des cégeps, dans des hôpitaux, dans des centres jeunesse. On va vous présenter une série d'entrevues par la suite. Et on a également rencontré Richard-Alexandre Laniel, qui est juriste et membre de la IWW, qui nous a expliqué dans quelles conditions le droit de grève pouvait être exercé. On vous présentera donc cette entrevue, puis pour la rubrique culturelle, on va à nouveau recevoir Jean-François qui va nous parler d'accélération sociale. Oui, c'est une courte vidéo. En fait, c'est un livre de Harmut Rosa. Je vais faire, comme à mon habitude, un bref résumé des thèses de Rosa. Et également, Félix va nous faire un compte-rendu du documentaire 24 heures ou plus qu'il a visionné pour nous. Oui, ce sera un petit retour sur l'histoire du syndicat, du principe syndical au Québec. Et voilà. Et pour terminer, on vous présentera un calendrier des événements importants pour les 2 prochaines semaines. Donc, Jean-François, la grève des officiers mécaniciens et de navigation des traversées s'est terminée cette semaine. Effectivement, Camille.
parmi les traverses de la région de Québec, soit celles de Sorel, Ignace de Loyola, Québec-Lévis, Élocoudre, Saint-Joseph-la-Rive, Matane, Bécomo, Godbout et de Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine ont repris leur service normal lundi matin après 3 semaines de grève. Puis est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a déclenché ce conflit-là entre le gouvernement et les travailleurs? Les officiers syndiqués avec les métallos étaient sans contrat de travail depuis près de 6 mois. Leur dernière convention collective ayant été échue le 31 mars dernier, le gouvernement avait fermé la porte à toute négociation au sujet des salaires, des régimes de retraite et des droits parentaux. À ce sujet-là, donc, Gordon Ranguette, porte-parole pour les métallos, disait « On n'a que du mépris et de l'arrogance de la part de l'employeur. Il n'y a aucune négociation. On n'a même pas d'offre monétaire. » Donc, j'imagine que si la grève s'est terminée, c'est qu'il y a eu un règlement sur ces sujets-là? Ben, au contraire, en fait, ce qui a été adopté c'est pour ça, c'est ce qu'on a appelé une clause remorque. C'est-à-dire que la question n'a pas encore été réglée et que les officiers des traverses auront simplement les mêmes conditions que les autres employés du secteur public qui sont également en égaux en ce moment. Et à ce moment-là, c'est quoi qui a permis de débloquer l'impasse? 2 facteurs ont réellement favorisé la fin de la grève. D'abord, le gouvernement a mis sur la table la menace d'une loi spéciale. On connaît ça. Le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, disait n'être prêt à aucune concession au niveau des salaires. Alors que le premier ministre Philippe Couillard disait, lui, n'exclure aucune possibilité, incluant celle de la loi spéciale. L'autre facteur, c'est que les syndiqués ont reçu satisfaction pour 2 autres demandes qu'ils avaient formulées. La première concernant une prime de rétention des employés, selon l'expérience. Celle-ci s'appliquait précédemment seulement à la moitié de la force de travail et s'étendra dorénavant à près du 3/4 de celle-ci. La deuxième concession qui est accordée, c'est concernant l'application d'une prime de disponibilité aux employés de l'île aux Coudres, ce qui n'était précédemment pas le cas. Donc, quel bilan est-ce qu'on peut faire des résultats de ce conflit-là? Malgré que le syndicat ait crié victoire sur les 2 enjeux concernés, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux qu'un bilan mitigé de la grève. Comme je disais plus tôt, les enjeux salariaux sont toujours loin d'être réglés. On laisse maintenant ça dans les mains des autres travailleurs en renonçant au moyen de pression qui était la grève. Et puis, malgré qu'on puisse faire confiance au Front commun, on se rend compte que le retrait des officiers de traversier enlève un levier important aux grévistes. Bon, c'est un levier économique qui touche directement les transports et puis donc c'est un levier important. Et qu'est-ce qu'on peut penser des menaces de loi spéciale du gouvernement? Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou c'était seulement une technique d'intimidation? Overall, on peut réellement observer une tendance dans les conflits de travail des dernières années qui est la tendance à régler ça avec une force brute, si on veut, par opposition à la négociation. Il n'y a plus de négociation virtuellement. On l'a observé en 2013 lors de la grande grève dans l'industrie de la construction où le gouvernement a d'abord fait rentrer les premiers secteurs par la menace de loi et les secteurs suivants par l'application réelle d'une loi. On le voit en ce moment même avec la grève dans les milieux de l'éducation, de la santé, où la menace est toujours présente. Et qu'est-ce qui aurait changé par rapport à avant, à cette série de lois spéciales? On peut extrapoler un peu. On peut dire que c'est l'effet très tangible de la crise économique qui frappe le Canada depuis 2008 dans un contexte de contraction économique, de profit déclinant pour la classe patronale. Les boss vont chercher tous les moyens d'aller gruger un peu plus de profit sur le dos de la classe ouvrière. Le seul moyen de le faire dans le contexte est d'extraire des concessions comme celles minimes, des pensions de retraite inférieures, de salaires plus bas. Et c'est ça qu'on voit en ce moment, cette espèce de grugeage, donc des conditions de travail. Donc, on va suivre l'évolution des négociations dans le secteur public pour les prochaines semaines. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie, miss. Des mesures d'austérité qui touchent directement au portefeuille des Grecs. Le salaire minimum va être abaissé de 22%. Il tombera à 580 € brut. Cure d'austérité. Fini les hausses de salaire. Cure d'austérité.
lancé dans un vaste programme de privatisation. De quoi susciter la colère des manifestants. Colère, 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 colère. Cure d'austérité. Privatisation. Le gaz, l'eau, le pétrole. La Grèce qui est à vendre. Vous écoutez toujours Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On vient d'entendre la chanson Crisis de Dubamix qui faisait écho à la crise économique en Grèce et aux mesures d'austérité. Donc, la semaine dernière, on s'est rendu sur les lignes de piquetage à l'occasion de la première journée de grève des travailleuses et travailleurs du secteur public. Jawad, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du déroulement de cette journée? Oui, donc il s'agissait de la première journée de grève tournante à Montréal de la part de la fonction publique. C'était dans le cadre d'une première semaine de grève tournante qui avait lieu à la grandeur du Québec durant la semaine du 26 mars. Le 29 octobre à Montréal, il y a eu 98 000 travailleurs-travailleuses des hôpitaux, des écoles, des cégeps, des centres jeunesse, de plusieurs secteurs qui étaient en grève. Comme tu l'as dit, on en a profité pour aller les voir directement sur les lignes de piquetage, avoir leur opinion sur les négociations en cours, sur la question de l'austérité et plus généralement sur la lutte qu'ils sont en train de mener. Donc, on va commencer en écoutant Fanny Théoria-Cloutier et Charles Sainte-Marie, respectivement enseignantes au cégep de Marie-Victorin et préposées à l'hôpital Saint-Luc, sur le déroulement de la journée de grève dans leurs deux établissements. Oui, alors, première journée de grève légale, mais il faut se rappeler qu'au 1er mai, on a fait notre première journée de grève illégale de l'année. Donc, première journée de grève dans le cadre du Front commun à Montréal. Je suis super contente, il y a le soleil qui vient de sortir pour nous, mais ça ne sera pas la dernière. On a 6 jours de grève prévus. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à Marie-Victorin, on fonctionne en intersyndical. Il y a les professionnels, le soutien, les profs et les étudiants qui sont en grève aujourd'hui. Bon, on est tous ensemble dehors, là, sur les lignes de piquetage jusqu'à 9h30, puis ensuite, on va aller en solidarité avec les autres travailleurs, travailleuses du quartier. Et aujourd'hui, au Sechum, sur les 3 sites du Sechum, c'est-à-dire Saint-Luc, Hôtel-Dieu, Notre-Dame, des milliers de travailleurs sortent pour dire qu'ils sont tannés des coupeurs, qu'ils veulent donner un bon service aux patients. Puis les gens sont mobilisés parce qu'ils en ont assez de s'appauvrir, ils en ont assez de la surcharge de travail, puis ils veulent que les services publics restent publics. Charles Sainte-Marie voulait aussi nous parler de la question des actions qui s'étaient passées au préalable de la part de la fonction publique. On pourrait l'écouter en parler des différentes actions qui ont... Oui, alors, première journée de grève légale, mais il faut se rappeler... Ce que je suis bien content, c'est que dans le mouvement syndical, on a fait des journées de perturbations socio-économiques. On a occupé la firme KPMG pour dénoncer les paradis fiscaux. On a aussi occupé la banque HSBC, entre autres, qui a favorisé des paradis fiscaux pour des Québécois en Suisse, pour dire que cet argent-là pourrait servir aux patients, à l'éducation, et malheureusement, ça s'envole en fumée dans des paradis fiscaux. On a aussi fait un comité d'accueil pour le ministre Barrette à l'hôtel Sheraton lors d'une conférence au comité des usagers du Québec. Puis on est venu massivement dire que c'est assez, on en a marre.
Donc, comme on le voit, les employés étaient en colère, ils en avaient marre. Une des raisons principales pour laquelle les employés de la fonction publique sont en colère, c'est ce contexte d'austérité générale qui les touche. On pourrait écouter maintenant Sophie Desbiens, professeure au Cégep du Vieux-Montréal, et Patrice Régimbal, lui aussi professeur dans ce Cégep, qui vont nous parler un peu de ce contexte général d'austérité. C'est sûr que l'austérité, ça fait longtemps que ça existe. Donc là, aujourd'hui, il y a une mobilisation, mais on s'entend, ça date pas d'hier. Depuis les vagues des années 80, on se fait gruger petit à petit. Là, c'est juste que je pense que ça a atteint un niveau où est-ce que les gens sont vraiment ont atteint une frustration qui aide à la mobilisation. Je dirais que c'est un écosystème global. Le système est pressurisé. Il y a des coupes massives dans tous les secteurs. Des professionnels, du personnel de soutien prennent leur retraite. Ils ne sont pas remplacés. Et donc, ces pressions qui sont exercées sur le système sont de nature à faire en sorte que tous doivent compenser pour ces manques. Donc, comme on l'a pu voir avec ces deux interventions, l'austérité est un système global, mais touche aussi de manière particulière les différents corps de travail. On en a donc profité aussi pour demander aux différents syndiqués, aux différents travailleurs, travailleuses, pour quelles raisons, en fait, l'austérité les touchait, de quelle manière l'austérité les touchait. On va commencer avec Philippe de Grosbois, professeur au Cégep d'Annecy, et Fanny Toria-Cloutier au Cégep de Marie-Victorin, qui vont nous parler de l'impact de l'austérité spécifiquement sur les professeurs dans le cadre des négociations de la fonction publique. Puis ensuite, les négociations, les négociations pour nos conventions, comment ça nous affecte et comment c'est un lien avec l'austérité. C'est sûr que toute la question de gel salarial et puis l'éloignement de l'âge de la retraite, donc de 60 à 62 ans, ça c'est clair que ça nous affecte. Il y a aussi beaucoup d'attaques à notre autonomie professionnelle. Pendant un certain temps, les patrons voulaient nommer les coordonnateurs de département, alors que ça, c'est des pairs parmi les pairs. Il y a tout un fonctionnement en collégialité qui s'est maintenu dans le temps. Comment les profs gèrent eux-mêmes le département. Et donc, il y a beaucoup d'attaques là-dessus sur ramener ou amener plus de hiérarchie à l'intérieur du cégep, du fonctionnement du cégep. On peut pas dire qu'on a les pires conditions de travail du monde, là, on va pas se le cacher, mais par contre, un des enjeux centraux, c'est la question de la précarité. Il y a 40% des profs de cégep qui sont précaires en ce moment et l'augmentation des étudiants avec des besoins particuliers, qui ont des handicaps ou qui ont des besoins d'aide et qui sont de plus en plus nombreux et on manque beaucoup de soutien pour les aider parce qu'on manque de personnel, en fait, et donc ça revient beaucoup aux profs de prendre sur eux et de compenser pour le manque de services, non pas parce que nos collègues des professionnels et du soutien ne sont pas là, mais parce qu'ils ne sont pas assez nombreux et les coupures vont juste empirer cette situation-là. Oui, comme Fanny vient de conclure, la question en fait des négociations dans la fonction publique est souvent ramenée par rapport aux professeurs, par rapport aux infirmières, par rapport aux corporations de professionnels. On a essayé aussi d'aller parler justement avec des professionnels dans les cégeps, mais aussi des employés de soutien pour voir des personnes qui font fonctionner aussi le cégep, qui font fonctionner les écoles secondaires pour voir de quelle manière eux et elles spécifiquement sont touchés. Donc on va aller écouter Sophie Labelle, Robert Carrière, ainsi que David Labelle sur les conditions des employés de soutien et professionnels. Pourquoi on manifeste? On souhaite pouvoir faire valoir notre point de vue. En enseignement, le personnel de soutien, on est moins entendu, mais nos conditions de travail sont tout autant importantes. On est là jour après jour, sinon même à l'année, compte tenu qu'on est là même en période estivale. Il y a une trentaine d'années, on était 800 étudiants. J'étais avec 5-6 animateurs socioculturels. Aujourd'hui, on est 4400 et je suis seul. Et mon budget a été coupé presque de moitié. Et mes locaux aussi. On a été mutés, on a perdu nos locaux. Et on se retrouve dans une boîte à chaussures et on est 2 employés là-dedans, pas de fenêtre. Alors, pour avoir de l'oxygène, on doit mettre des plantes. Et on est débordé. Avec 4400 étudiants, les activités, ça fonctionne à fond parce qu'il faut ajouter que le socioculturel, plein air, environnement,
et le sport, c'est ce qui garde les étudiants au cégep. Donc, on peut voir de quelle manière l'austérité pressurise les travailleurs-travailleuses dans le milieu de l'éducation, dans les cégeps, autant enseignants-enseignantes qu'employés étudiants. C'est la même chose, en fait, qu'on le voit dans le milieu de la santé et des services sociaux. On va écouter des personnes qui travaillent dans des centres jeunesse ainsi qu'à l'hôpital Saint-Luc, pas des professionnels, pas des personnes qui sont infirmières, infirmiers ou médecins, mais qui travaillent directement sur le plancher pour voir comment ces coupures répétées dans le milieu de la santé, ces concessions qui sont demandées aux travailleurs-travailleuses dans le cadre des négociations, touche directement au service à la population ainsi qu'aux conditions de travail des travailleurs-travailleuses. Je dirais que les centres jeunesse sont un petit peu les parents pauvres du service de la santé, services sociaux. Quand on parle on parle beaucoup plus des hôpitaux que des centres jeunesse, bien entendu. Donc oui, les coupures font mal. Ils font mal au niveau de notre clientèle. Il y a aussi toutes les augmentations de salaire qu'on n'a pas. Bref, nos salariés s'appauvrissent. Il faut dire que la plupart de nos salariés, c'est des salariés à temps partiel, donc pas des salariés à temps plein. Bref, fait qu'au niveau salarial, on n'est pas les plus riches. Réellement pas. Nos conditions de travail sont intimement liées avec le soin aux patients. Pourquoi? Entre autres, il y a des bains qui s'annulent au CHUM. Pourquoi? Parce qu'on a trop coupé. On a trop coupé de préposés aux bénéficiaires. Ils n'ont plus le temps de donner tous les services qu'ils devraient donner aux patients. Alors, ils sont obligés d'annuler des bains. Puis il y a des patients qui reçoivent des bains plusieurs jours après plusieurs jours. Alors ça, là, c'est indécent. Puis des fois, on demande aux familles de s'occuper de ces patients-là. C'est indécent pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ne peuvent pas avoir les services qu'ils méritent. Bien, évidemment, je pourrais parler par rapport aux préposés ou au service qui est coupé dans les étages, mais si je prends uniquement un exemple très simple dans les cuisines, c'est l'abaissement, non seulement les coupures de postes, qui fait en sorte qu'on n'est même plus capable de fonctionner normalement. Là, ça fonctionne tout croche. Là. Il y a un manque de personnel criant, puis aussi, il y a une baisse drastique, par exemple, dans les coûts repas. Fait que la qualité de la nourriture, à chaque vague de coupure, diminue à chaque fois, ça en devient ridicule. Il y a même si vous allez sur le site d'un autre syndicat qui est la PTS, il sortait une statistique qui a même des cas de malnutrition dans les hôpitaux, que les gens qui rentraient, qui étaient sous-alimentés, n'étaient pas... Le régime qui était offert à l'hôpital n'était pas assez pour les remettre d'aplomb. T'sais. On est rendu dans une situation ridicule comme ça. Là. Donc, on peut voir de quelle manière, en fait, l'austérité touche au droit à la santé, à l'accessibilité à la santé, à l'éducation, avec ces différents témoignages qui sont pas anecdotiques, qui sont la norme dans le milieu de la santé, qui sont la norme dans le milieu de l'éducation. Le gouvernement dit que c'est par un manque d'argent, dit que la raison pour laquelle ces coupures sont faites, c'est en raison de la rigueur budgétaire. Mais les syndiqués qu'on a rencontrés, les travailleurs-travailleuses qu'on a rencontrés nous ont dit une chose, c'est qu'il y en a de l'argent. On pourrait aller écouter à ce propos Charles Sainte-Marie et François Stério, les deux qui sont à l'hôpital Saint-Luc, nous parler justement de cette question de où l'argent est et comment on peut faire pour respecter réellement les travailleurs-travailleuses. Moi, j'ai un message à la population. Quand on leur dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est le plus gros mensonge qu'il n'y a pas. Il y en a de l'argent, c'est qu'elle est mal répartie. Puis on envoie ça dans des subventions aux grosses compagnies, des reports d'impôts pour des compagnies qui ne payent pas d'impôts. Il y en a de l'argent au Québec. Faut que les gens le sachent. C'est le plus gros mensonge qu'il n'y a pas. C'est toujours nous qui sommes touchés. On donne des milliards aux médecins. On a donné 1 milliard à Bombardier ce matin. Puis ça touche toujours le secteur de la santé, de l'éducation. Et c'est majoritairement des femmes. Alors en plus, les femmes sont très, très touchées par ces mesures-là. Aussi sorti beaucoup par l'État, c'est la question en fait de l'opposition entre le secteur public et le secteur privé. Les travailleurs-travailleuses qu'on a rencontrés sur les lignes d'hôpital, j'en avais gros à dire justement sur cette volonté de séparation, de division que le gouvernement veut utiliser pour écraser les travailleurs-travailleuses, oui du public, mais aussi plus largement du privé. On peut aller écouter Sophie Desbiens et Bruno-Pierre Guillette à ce propos. J'aimerais ça vraiment que ce soit un message de solidarité. Entre autres, je trouve ça extrêmement dommage que dans les médias de masse, on entende beaucoup une certaine forme de clivage qui est encouragée en disant les gens du secteur public sont hyper privilégiés et tout ça. Ben oui, c'est vrai que dans un certain sens, on est privilégié, sauf que le problème, c'est pas qu'on a des conditions de travail pas si pires que ça. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui en aient pas des aussi bonnes, entre guillemets, que nous. Donc, je pense que
si on arrivait vraiment à, au lieu de faire un clivage social, de vraiment se solidariser et de voir que c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir des services de santé et d'éducation de qualité pour enfin avoir une société plus juste puis équitable, là, on arriverait vraiment à quelque chose. Notre seule porte de sortie, c'est que les travailleurs du système public réussissent à faire le lien avec les travailleurs et les travailleurs du système privé. Non seulement on défend nos conditions de travail, mais on défend aussi le système public en général. Quand le Coiteux dit on n'a pas d'argent pour les augmentations salariales, il parle absolument pas du véritable enjeu qui est littéralement la destruction du système public tel qu'on le connaît, en fait. On a pu entendre maintenant Sophie Desbiens ainsi que Bruno Pierre-Guillette nous parler justement des différents arguments qu'on peut mettre face aux personnes pour appuyer les travailleurs et travailleuses de la fonction publique. Un autre des enjeux que les gens voulaient nous parler, en fait, c'était les limites de l'action syndicale telles qu'on a pu le voir. C'était quand même quelque chose d'impressionnant de voir ces nombreux débrayages, ces centaines de personnes, milliers de personnes qui étaient sur les lignes de pitage des hôpitaux, des écoles, des cégeps. Mais il y avait quand même certaines limites que certaines travailleuses voulaient nous nommer. On pourrait réécouter à ce propos Sophie Desbiens et Bruno Pierre qui voudraient nous parler, en fait, de certaines actions qu'ils verraient qu'on pourrait faire pour les prochaines semaines, pour les prochaines journées de grève. En fait, ça serait bien que la mobilisation prenne même davantage d'ampleur puis que la solidarité intersyndicale continue de s'exercer aussi. J'aimerais beaucoup qu'un de ces quatre, pendant une de ces journées de mobilisation-là, on prenne la rue aussi. Il me semble que ça serait beau de voir ça sans itinéraire, bien sûr. La seule critique qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que jusqu'à présent, ça reste symbolique. Ça reste les actions de visibilité, mais il n'y a pas nécessairement la grève attaque pas encore directement la poche du gouvernement. Là. Fait que le rapport de force, on l'a en termes de mobilisation, mais il manque un petit quelque chose d'un point de vue économique pour faire mal, là, pour les faire plier pour vrai. Là. Oui, cette question des différentes actions qui peuvent être mises de l'avant doivent être mises en contexte avec la menace qui plane actuellement, une menace de loi spéciale, une menace de décret de la part du gouvernement pour stopper immédiatement les négociations. Cette menace, les gens en parlaient sur les lignes de pitage et c'est sûrement la chose dont les gens parlaient le plus, à savoir qu'est-ce qui va arriver le jour où il y aura un décret de la part du gouvernement, de quelle manière d'un côté les centrales syndicales vont réagir, mais aussi ces milliers de travailleurs, travailleuses qui étaient sur les lignes de pitage et qui pourraient décider de continuer à débrayer malgré la volonté de l'État de les réprimer. Donc on pourrait écouter à ce propos Fanny Toria-Cloutier ainsi que Sophie Desbiens qui nous reparle des différentes perspectives de résistance possibles face aux lois spéciales et de ce qui pourrait advenir au cours des prochains mois si un tel décret serait adopté. C'est clair que tout le monde se pose la question. Depuis qu'on a commencé à parler de grève, la première question qui nous vient en tête, c'est qu'est-ce qu'on va faire au moment de la loi spéciale? Personnellement, je pense qu'il faut absolument qu'on soit prêt à résister lorsqu'elle surviendra. Ici, on n'a pas encore entamé les discussions avec les collègues. Donc, c'est clair que ce qui s'en vient, c'est une assemblée générale où on va réfléchir comment résister en cas de décret. Et par la suite, il va falloir qu'on prenne des décisions sur quel genre de résistance on veut faire. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à la désobéissance civile? Est-ce qu'on veut continuer une grève malgré la loi spéciale? Je pense que le Québec est face à une grande décision. Là, j'espère qu'on sera nombreuses à voter pour défier une loi spéciale s'il y en a une. Je pense qu'il va falloir réinventer notre stratégie pour faire face à un décret possible. Il y a moyen de se solidariser. Entre autres, souvent, les gouvernements essaient de diviser les gens puis de faire peur et d'aller dans une logique vraiment de répression. Mais si on décide que nous, on la maintient quand même, la liste d'ancienneté, on va la tenir aussi. Il suffit pas que le gouvernement dise quelque chose ou fasse une loi qui n'est pas légitime. Il y a moyen, je pense, moralement, de trouver des moyens pour la contourner. Donc, un autre des aspects que les gens voulaient nous parler sur les lignes de pitage sur en fait la manière dont pourraient se conclure les précédentes négociations en dehors de la question du décret, c'est la possibilité en fait d'une entente négociée avec le gouvernement, mais qui reviendrait pas à la base, c'est-à-dire d'une entente à rabais entre les centrales syndicales et le gouvernement par rapport aux revendications des travailleurs-travailleuses. Philippe de Grosbois nous a parlé en fait des différentes stratégies qui étaient mises en place par les syndicats locaux pour s'assurer de garder un certain pouvoir sur ces grosses machines que sont les grosses centrales syndicales.
Et même au-delà de la loi spéciale, parce qu'une autre possibilité, c'est qu'il y ait un règlement avant ça, ben, nous, on espère quand même que, en fait, pas juste on espère, on veut pouvoir être consulté sur tout projet de règlement pour que, encore une fois, ça soit fait de façon démocratique. Et puis, si on doit poursuivre les moyens de pression parce que le projet de règlement n'est pas suffisant, ben, que ça soit une possibilité réelle. Donc, on a pu entendre de nombreux travailleurs, travailleuses, on a pu rencontrer de nombreux travailleurs, travailleuses durant notre tournée sur les lignes de pitage de la fonction publique. Ces journées de grève tournantes étaient les premières, mais ne seront pas les dernières. D'ailleurs, au cours des derniers jours, on a pu voir notamment le 2-3 novembre dernier une grève des milieux communautaires. Donc, autant les milieux d'éducation populaire que le communautaire de service. Ces grèves étaient les premières de l'histoire du communautaire, qu'il y ait 2 journées de grève comme ça sur des questions spécifiques par rapport à leur financement. Donc, on voudrait tout d'abord les féliciter. On va faire une émission spéciale d'ailleurs dans les prochaines semaines sur ces questions-là. Dans le cadre plus spécifiquement de la fonction publique et des salariés de la fonction publique, il y a d'autres journées de grève à venir. À Montréal, le 16 et 17 novembre prochain, ça sera la prochaine journée de grève tournante de la fonction publique. Et le 1er, 2 et 3 décembre, il y aura une grève à l'échelle du Québec de 3 jours de l'ensemble de la fonction publique, que ce soit dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, dans le milieu des services sociaux, etc. On vous invite tous et toutes à y participer, à aller voir votre propre école, à aller voir votre propre CLSC pour donner votre appui aux travailleurs, travailleuses et à être à l'écoute de tout décret, car sûrement que ça va bouger le jour d'un décret. N'est-ce pas, Camille? Oui, tout à fait. Donc, on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Merci beaucoup pour ce compte-rendu, Jawad. Merci, Camille. Vous écoutez toujours Action en direct, votre émission d'actualité syndicale et de culture militante sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. On vient d'entendre le remix du Tintamarre de DJ Org parlant de loi spéciale. Donc, c'est le temps de notre nouvelle chronique juridique. Donc, alors que les membres du Front commun, de la Fédération autonome de l'enseignement et d'autres sont dans la rue et commencent à mettre à exécution leur menace de faire la grève, on peut se demander exactement quelles sont les règles de droit encadrant le droit de grève au Québec. On a donc posé la question à Richard Alexandre Laniel, qui est juriste et membre de notre organisation. Dans mon syndicat, qui s'appelle le IWW, nous avons souvent tendance à dire que le droit de grève en Amérique du Nord est une permission exceptionnelle beaucoup plus qu'un droit fondamental. Une fois qu'on a fait une grosse déclaration comme ça, vient le temps de savoir quelles sont les règles particulières. Donc, premièrement, l'article 1G du Code du travail, qui est la loi qui vient réguler, entre autres, le droit de grève, vient définir la grève. La grève, c'est la cessation concertée de travail par un groupe de salariés. On voit donc que c'est une définition large qui englobe beaucoup d'éléments, beaucoup d'activités, mais qui implique systématiquement la cessation de travail et non pas, par exemple, le ralentissement et compagnie. C'est seulement les travailleurs et les travailleuses membres d'un syndicat accrédité par le gouvernement du Québec qui ont le droit de se lancer en grève. Ça veut dire que légalement, des personnes qui travaillent dans une entreprise non syndiquée n'ont malheureusement pas le droit de faire la grève. Il est important, évidemment, de mettre l'accent sur le « légalement ». La grève est seulement permise lorsque le syndicat est reconnu et qu'il n'y a pas de convention collective qui a été conclue entre le syndicat et l'employeur. La convention collective est le contrat entre le syndicat et l'employeur qui détermine les conditions de travail sur une période allant de 3 ans, 1 an, jusqu'à parfois même 10 ans. Donc pour faire la grève, le syndicat doit envoyer à l'employeur un avis de négociation. Celui-ci doit être envoyé à l'employeur 90 jours avant le déclenchement de la grève. Pendant cette période de 90 jours, le syndicat et l'employeur sont légalement tenus de négocier la convention collective avec du sérieux et de la bonne foi.
Ça signifie donc que légalement, un syndicat ne peut pas rentrer en grève immédiatement après la fin de sa convention collective. Un syndicat est obligé de rencontrer les patrons, en discuter, négocier de bonne foi avant de pouvoir déclencher une grève. Aussi, il faut savoir que la grève ne peut être qu'une cessation complète du travail par les salariés visés. Ça veut dire que d'autres moyens de pression, comme par exemple le ralentissement de la production, sont illégaux. La grève de solidarité aussi, d'ailleurs, est considérée généralement comme étant illégale. On parle donc d'un champ d'action qui est assez limité, malheureusement. Si jamais les travailleurs et travailleuses déclenchent une grève qui ne respecte pas ces conditions légales, il est possible qu'ils reçoivent personnellement des amendes pour chacun des jours de grève. C'est aussi le cas d'ailleurs pour les dirigeants et les dirigeantes syndicaux, par exemple les délégués, les membres de l'exécutif, et voire l'organisation syndicale en général. Ces amendes peuvent aller de 25 $ à 50 000 $ selon la nature de la personne visée, et ça c'est une amende quotidienne, donc de 25 à 50 000 $ par jour d'amende. Finalement, toujours par rapport au droit de grève, il faut savoir que le Code du travail prévoit certains articles qui interdisent à l'employeur de demander à des salariés, qui sont en grève ou non, d'exécuter des tâches nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle en général au Québec la loi anti-scam. Donc, les scams ne sont pas permis au Québec. Par contre, il faut savoir que cette loi-là vient seulement s'appliquer dans les établissements, c'est-à-dire dans les murs de l'entreprise qui est en grève. Ce qui fait en sorte que, par exemple, dans le contexte actuel de l'informatisation du travail, la généralisation d'Internet, il est possible de contourner ces règles de droit-là en faisant du travail à distance, par exemple. Donc, on parle d'une loi qui peut être efficace, mais surtout pas dans tous les contextes. Bref, après cette analyse brève du droit de grève au Québec, on constate que c'est un droit qui est très limité. Donc, on voit avec la chronique de Richard Alexandre que le droit de grève n'en est pas tout à fait un et qu'il reste très limité au Québec. Donc, face à ce syndicalisme, disons, légal, qui permet pas réellement une mobilisation conséquente, le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses, donc IWW, propose un syndicalisme de solidarité. C'est donc notre solidarité qui nous réunit et c'est avec elle qu'on agit. Il existe plusieurs façons de contourner les limites du droit de grève et à ce sujet-là, on vous invite à consulter un texte qui s'appelle « 12 façons de faire la grève » qui est disponible sur notre site web. Ce texte-là propose des stratégies alternatives à la grève légale pour faire pression sur nos employeurs et pour améliorer nos conditions de travail et celles des autres. Donc, c'est déjà la fin de notre première chronique juridique, mais si vous avez des questions d'ordre légal ou juridique autour du droit du travail, n'hésitez pas à nous envoyer des questions à actionendirect@commercialgmail.com et on va demander à nos juristes d'y répondre dans les prochaines émissions. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... Un bulletin dans une boîte, ça change pas grand chose. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand revient le printemps. C'est dans la rue que ça se passe quand on lâche nos écrans. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on s'est rencontrés. C'est dans la rue que ça se passe, la peur s'en est allée. C'est dans la rue. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. Quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand s'énervent les enfants. C'est dans la rue que ça se passe quand les rejoignent les parents. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe quand on bloque la machine. C'est dans la rue que ça se passe quand les rêves s'animent. C'est dans la rue que ça se passe quand il se passe quelque chose. C'est dans la rue que ça se passe, dans la rue d'à côté. C'est dans la rue que ça se passe, comme dans tous les quartiers. C'est dans la rue que ça se passe. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous
La reprise est-elle à l'horizon? On vient tout juste d'entendre C'est dans la rue que ça se passe de la compagnie Joli Monde. Vous écoutez toujours Action en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. Donc, Jean-François, tu vas nous parler du temps, le temps dans lequel on vit. Les grévistes ont découvert, eux et elles aussi, une autre forme de temps cette semaine. Ils sont sortis de leur cadre de travail avec les lignes de pitage et tout ça. Oui, je m'étais déjà intéressé à ces thématiques, temps, travail, salaire, en lien avec le capitalisme, et j'ai décidé d'y retourner avec une courte vidéo d'un sociologue qui s'appelle Hartmut Rosa, qui traite entre autres de l'accélération sociale du temps et d'une idée sur laquelle il travaille, l'idée de résonance. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Qu'est-ce que Hartmut Rosa entend par l'accélération sociale? L'accélération sociale, c'est un phénomène que tout le monde connaît, qu'on appelle aussi la FOMO, la Fear of Missing Out, qui est ce sentiment d'avoir jamais de temps à soi, d'avoir toujours manqué quelque chose, d'être toujours en rattrapage. On se demande perpétuellement, qu'est-ce que j'oublie? En gros, donc, les nouvelles technologies, et j'englobe là-dedans les cellulaires, les voitures, les réseaux sociaux, mais oui, aussi votre machine à laver, ils nous promettent quelque chose, ils nous promettent de gagner du temps, de libérer du temps pour faire autre chose. Et ça, c'est entre autres le fantasme de la société de loisirs. Mais l'accélération sociale crée aussi une peur du manque et puis du vide. Et puis cette peur serait liée pour Hartmut Rosa à l'idée de croissance. Or, on s'aperçoit qu'on est tous traversés par cette idée de croissance. Qu'on pense par exemple aux kilomètres de livres qui sont produits sur la croissance personnelle, à comment s'améliorer, être un meilleur individu, etc. Or, dans nos sociétés, donc pour être plus productif, plus rapide, ce serait aussi libérer plus de profit, pouvoir profiter et entre autres profiter de la vie. Être actif, c'est au final aussi donc être récompensé. Est-ce que c'est vraiment la vérité? On s'aperçoit en fait que pour les employés, ça serait une idée fausse. Pourquoi? Souvent parce que pour les employés, plus de contrats, plus de travail, ça se traduit pas toujours par plus de rentrée d'argent. Plus de contrats, c'est souvent plus de travail, plus de tâches, mais vous travaillez plus, vous accumulez aussi plus de fatigue, vous dépensez plus d'argent pour vous déplacer, vous usez vos vêtements, vos yeux, vos chaussures, votre voiture, vous voyez plus vos enfants, donc vous générez aussi du manque et puis de l'anxiété. L'accélération, donc, ne se traduit pas nécessairement dans de la croissance, elle génère aussi du vide, c'est une idée paradoxale. En ce qui a trait à l'aliénation sociale, c'est aussi quelque chose qu'on comprend assez bien, c'est le fait de se sentir étranger à soi-même, de n'être plus soi-même, s'arrêter et puis se demander, pourquoi je fais ça finalement? Je ferais mieux d'aller voyager ou de changer d'emploi ou de retourner aux études ou de changer complètement de milieu. Pour Hartmut Rosa, donc, la société de performance ne libère pas du temps, elle construit plutôt des sujets anxieux, accélérés, perpétuellement coupables, puis des sujets qui sont habités par un climat de peur permanent. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de ça? Oui, il y a 2 semaines, j'ai parlé des policiers et puis des imaginaires de peur, des imaginaires d'occupation, qui se traduisent justement par une impression d'instabilité permanente. On pourrait dire que le terrorisme, lui aussi, nous renvoie cette image, celle d'une société instable, sans cesse prise en otage. On sait que c'est une expression qui est chère à quelqu'un comme Éric Duhem, par exemple. Le terrorisme, c'est aussi une résonance du climat de précarité sociale dans laquelle on vit. L'accélération sociale a fait de nous des êtres fragiles, pour Hartmut Rosa, en marge et en attente, craintifs, toujours habités par des petites morts, des petites catastrophes, des petits événements, des attentats ou la crainte perpétuelle d'un lockout. C'est une atmosphère de fin du monde. Nous accélérons, dit Hartmut Rosa, mais pas en vue de parvenir quelque part. Nous accélérons notre rythme de vie simplement pour nous maintenir en place. Nous courons sur place, pour composer avec l'actualité, pour affronter les événements, parfois de façon extrêmement stéréotypée, en disant, je suis Charlie, moi, je me positionne par rapport à certains événements. En quoi? L'objet, donc, c'est pas nécessairement d'habiter le monde, mais de se positionner par rapport au monde, de se dire comment, moi, je peux me réapproprier les événements, les attentats, comment, donc, je peux affronter le climat de peur permanente. Et à quoi sert ce climat de peur, Jean-François? Pour Rosa, l'habileté du capitalisme, c'est de présenter ce climat d'instabilité permanente comme l'une des conditions de la vie bonne, d'une good life. Savoir bien mener sa vie, c'est aussi se positionner. Le capitalisme, donc, nous renvoie à une promesse. Et qu'est-ce que c'est que cette promesse? C'est entre autres celle que le monde pourra enfin un jour être habité. Pourquoi travailler pour ses enfants, pour sa retraite? Surtout, il ne faut pas penser au présent, il ne faut pas habiter le présent, mais c'est surtout que le profit, il viendra plus tard, et il est toujours différé, toujours remis à plus tard. C'est un argument qui est d'ailleurs repris par les économistes de droite et les politiciens. Pourquoi est-ce qu'on fait des coupures? C'est pour les générations futures, c'est pour la dette, c'est pour vos enfants, vos petits-enfants, c'est pour le pays, etc. Pour Rosa, donc, il ne s'agit pas de penser la décroissance, mais plutôt la post-croissance et de se débarrasser littéralement de cette idée d'accumulation et de tension perpétuelle.
C'est une bonne question, d'ailleurs. Oui, mais comment est-ce qu'on peut penser la post-croissance? Et Armut Rosa arrive avec cette idée de résonance. Il dit, à défaut d'habiter le monde, à défaut de profiter des objets, on va au moins essayer de connecter avec le monde. On va trouver une façon de se positionner dans la vie politique. Alors que bien souvent, la politique internationale, c'est le contraire de la résonance, c'est le contraire de l'habitat. Tu sais, c'est emmerdant, il y a des négociations, il y a des pourparlers, et puis c'est très long. Donc on va retrouver une certaine forme d'immédiateté avec la vie politique, entre autres descendre dans la rue, les cris, la clameur de la foule, tout ça, c'est une forme de résonance. Puis en conclusion, Jean-François, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? En fait, ça m'a un peu bousculé, ce truc-là, mais ça nous renvoie à cette idée de résonance, à l'idée qu'on se fait de la révolution. Ce serait quoi la révolution? Est-ce que c'est une accélération des mouvements sociaux où de plus en plus de gens débarquent dans la rue, où de plus en plus de gens sont en grève, ou est-ce que ça serait autre chose? Et l'idée de révolution, pour Armut Rosa, c'est peut-être autre chose. Ce serait l'idée d'un temps enfin fécond et productif, un temps enfin débarrassé de l'actualité, de la peur, un temps finalement peut-être comme celui qu'on a trouvé la semaine dernière sur les piquets de grève, un temps retrouvé, un temps enfin politique. Et donc, pour conclure, est-ce que tu aurais une lecture à nous recommander? On va le poster sur le site, mais donc c'est une brève conférence en anglais, malheureusement, de Armut Rosa. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. En plus, il est très drôle. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie. Puis maintenant, Félix a visionné pour nous le documentaire 24 heures ou plus de Gilles Groux. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les sujets qui sont traités dans ce film-là et nous en faire une description brève? Oui, bien sûr. On va commencer par la description. En fait, il s'agit d'un documentaire d'environ 2 heures qui fut diffusé par l'ONF en 73, mais réalisé par Gilles Groux en 71 dans l'optique, justement, du Front commun de 71 en réponse aux événements post-octobre 70. Et donc, ce qui est important de noter aussi, c'est que c'est des images prises à Montréal et ses environs seulement pendant les mois de novembre et décembre 71. Donc, pour expliquer un court résumé, en fait, il s'agit d'un pamphlet cinématographique, comme tu l'as dit, réalisé par Gilles Groux, à un moment de fièvre populaire exceptionnel au Québec, quelques mois après le Front commun des 3 syndicats québécois les plus importants à l'époque, c'est-à-dire la CSN, la FTQ et le CEQ, face au gouvernement québécois. C'est une œuvre personnelle et militante d'un cinéaste québécois engagé, sa philosophie qui s'oppose à la société de consommation qu'il perçoit, lui, comme étant la suprême incarnation du mal. Donc, pour en venir aux sujets principaux traités, c'est très simple. C'est l'avènement du syndicalisme engagé suite à la répression monétaire et sociale du gouvernement, qui mène aussi à une critique virulente du système de consommation, comme dit précédemment, qui va également aider à défendre le travailleur moyen et ses droits. Puis, est-ce qu'on peut dire que ce documentaire reste neutre dans sa manière de traiter ces sujets-là ou est-ce qu'il prend parti? En fait, moi, je dirais que non. En fait, il prend justement le parti, la faveur du travailleur, mais sans pour autant le faire de façon aveugle. En fait, on peut affirmer sans avoir peur de se tromper que ce documentaire tente plutôt de démontrer l'envers de la médaille de cette réalité, c'est-à-dire les conditions de travail exécrables de l'époque, qui sans surprise ont souvent été passées sous silence par les grands médias. Gilles Groux réussit donc brillamment dans ce documentaire à critiquer la classe patronale sans pour autant prendre aveuglément le parti du travailleur, puisqu'il appuie ses affirmations avec divers témoignages et offre donc en plus de cette façon une tribune aux travailleurs et travailleuses, leur permettant de présenter l'envers de la médaille du travail en usine et donc la nécessité des syndicats. Puis, est-ce qu'il est seulement question des syndicats de travail ou il y a également question dans le documentaire d'autres types d'organisations syndicales? En fait, le sujet de ce documentaire est le syndicalisme en général. Donc, plus précisément, le balbutiement du syndicalisme au Québec lors de la Révolution tranquille. C'est-à-dire qu'un portrait clair de l'évolution du syndicalisme est dressé, en partant des usines de tout genre dans la région de Montréal, pour se rendre jusqu'à la création du FLQ et la crise d'octobre de 70, tout en menant au Front commun de 71, en réaction aux actions du gouvernement envers les travailleurs. Puis est-ce que tu dirais qu'il s'agit plus d'une critique ou d'une chronologie du syndicalisme au Québec? En fait, je dirais qu'il s'agit d'une critique de la classe patronale et gouvernementale, appuyée par des témoignages et une chronologie du syndicalisme au Québec. Donc, le documentaire culmine avec la création du Front commun. Par contre, tout au long du film, le préambule du Front commun est présenté et expliqué de façon claire. Je dirais donc qu'il s'agit en vérité d'un cours d'histoire pro-travailleur sur la naissance du syndicalisme au Québec.
Puis à la lumière de tout ce que tu nous as présenté, c'est quoi ton appréciation du documentaire? Je trouve qu'il s'agit d'un excellent documentaire historique que je recommanderais sans hésiter à tous et toutes. Par contre, cela dit, le début du documentaire est plutôt lent à certains moments et par conséquent, je me permets de suggérer aux auditeurs qui souhaitent réellement assimiler les informations de le faire à tête reposée. Je crois donc également qu'en raison de son volet éducatif, il serait très pertinent de l'écouter si ce n'est que pour comprendre les fondements de notre société québécoise moderne. D'ailleurs, on peut trouver la version intégrale du dit documentaire sur le site de l'ONF, ce qui est très pratique. Et qui plus est, ce film reste d'actualité puisque malgré certains facteurs temporels qui ont changé, la réalité des inégalités entre travailleurs et patronat reste sensiblement la même. Donc, si vous souhaitez bien comprendre l'histoire syndicale du Québec et sa répercussion sur notre société, ce film est sans aucun doute un must-see. Merci beaucoup, Félix. Rappelez-moi le titre du film, s'il vous plaît. Le titre du film est 24 heures ou plus. 24 heures ou plus, excellent. Exactement. C'est maintenant le temps du calendrier. Donc, on commence avec un rappel sur ce qui se passe aujourd'hui. La manifestation nationale pour un réinvestissement massif dans les services publics qui a lieu aujourd'hui au parc linéaire de la commune au coin Saint-Laurent à 13h. Suivi d'une autre manifestation, le Million Mask March, qui a lieu, lui, au Square Victoria à 19h. Le tout après suivi le vendredi 6 novembre d'un comité d'accueil pour M. Martin Coiteux au 1175 Sherbrooke-Ouest à 6h30. On vous y attend. Et puis, le tout aussi, le même 6 novembre, il y a un show bénéfice pour la tournée d'Action Sédition et pour les arrêtés du 1er mai qui a lieu au Coop Catacombes à 20h. Par la suite, le samedi 7 novembre, il y a un colloque à l'accès à la justice. Quelle justice? Bonne question. Qui a lieu au 400 Sainte-Catherine, c'est-à-dire à l'UQAM, au local A2885 à 8h30. Par la suite, le samedi 7 novembre, il y a également un festival vegan de Montréal qui a lieu au marché Bon Secours, toute la journée. Donc, pour tous les vegans qui seraient intéressés, c'est gratuit. Et qui plus est, le 16 et le 17, la grève rotative a lieu, comme Jawad nous l'a indiqué plus tôt, et il y a des piquets de grève partout autour de vous, à tous les services publics, les écoles, les C3S et tout. On vous y attend, parce que l'ambiance est chaude et agréable. Merci beaucoup, Félix. Donc, en terminant, on peut peut-être faire un tour de table avec nos chroniqueurs. Qu'est-ce que vous auriez ajouté par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui? Ben, en fait, moi, je suis bien content d'apprendre qu'il y a des juristes qui travaillent pour notre émission de radio. C'est toute une nouvelle. Hein? C'est tout à fait rassurant. Ben oui, on a des amis chez les juristes, d'ailleurs. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé quand on est allé sur les piquets de grève, c'est à quel point il y a vraiment une pression constante qui est mise sur les employés du secteur public pour externaliser tous les profits. Il y avait un cuisinier, par exemple, au CHUM, qui nous disait, on va sous-alimenter les patients. Puis par la suite, on installe dans le hall d'entrée de l'hôpital, on va installer des concessions privées de restauration. Donc, on incite littéralement, en affamant les gens, on les incite à aller consommer, c'est vraiment ridicule, on les incite à aller consommer dans d'autres concessions de restauration. Ça, on va le mettre en ligne probablement tantôt, mais c'est vraiment, c'est de la bassesse. C'est à se demander si le système capitaliste qui nous pousse à la consommation n'est peut-être pas le mauvais système. Ben oui, mais en fait, c'est à se demander aussi si cette idée d'abondance du privé n'est pas un construit social. Oui, moi peut-être pour conclure, un des trucs qui m'a marqué cette semaine, notamment sur les lignes de piquetage, c'est un peu le sentiment des syndiqués. Oui, les gens étaient motivés, il y avait beaucoup de personnes, mais il y a une certaine incertitude en ce moment face à ce qui peut se passer par rapport aux négociations de la fonction publique. Une certaine forme aussi d'impuissance. Et j'ai l'impression que la force qu'on peut avoir en ce moment, c'est de réussir à solidariser, c'est de réussir à faire en sorte de sortir des corporatismes, sortir des divisions sur lesquelles le gouvernement s'appuie. Divisions entre corps de travail, entre enseignants-enseignantes, infirmiers-infirmières, entre public et privé, entre étudiants-étudiantes et salariés, entre retraités et sans emploi. Toutes ces divisions-là, en fait, qui permettent simplement au pouvoir de s'asseoir et de pouvoir en fait attaquer chacune des petites chacun des petits corporatifs, chacune des petites parcelles dans la société. Le front commun, la force que ça peut avoir, c'est que il y a un ennemi en ce moment qui est l'État, il y a un négociateur, il y a un patron qui est l'État face à 450 000 personnes à l'échelle du Québec.
on peut être 1 million. On peut être 1,5 million à prendre parti pour les travailleurs, travailleuses, pour les salariés et à faire en sorte de faire reculer un peu toute cette logique néolibérale, cette logique de croissance, d'accélération dont tu nous parlais plus tôt et qui, si on se donne la force, si on se donne la possibilité d'aller sur les lignes de pitage, de quand on voit des gens klaxonner, d'être une force en fait ensemble, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait. On va de toute manière suivre, je pense, les différents mouvements qui vont venir dans les prochaines semaines grâce à l'émission. On vous invite à nous réécouter aussi sur cette question. D'ailleurs, j'en profiterai avant qu'on se quitte pour signaler aux auditeurs que le calendrier sera mis sur la page de l'émission et mis à jour s'il y a des choses qui apparaissent avant la prochaine émission. Le calendrier sera mis à jour et un lien pour le film sera également mis en disposition sur la page. Oui, c'est parfait. Ça, c'est un bon historique, je pense. Oui, tout à fait. Donc, on souhaitait également diffuser certaines entrevues qu'on a réalisées parce que ce qu'on vous a montré, c'était seulement les extraits. Donc, pour nous rejoindre, on vous rappelle que notre page Facebook Action en direct, c'est facebook.com/Action en direct. On a également un courriel Gmail, c'est actionendirect@gmail.com. Donc, je remercie toute l'équipe. Je remercie nos chroniqueurs et également Tristan et Brice à la technique. On remercie également les travailleuses et travailleurs qui nous ont donné des entrevues. Oui, c'était très intéressant. D'ailleurs, on était le seul média présent sur les lignes de pitage. Et surtout, merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été avec nous pour cette émission. Nous serons de retour avec vous dans 2 semaines, soit le 19 novembre. À bientôt. And bring about the freedom of these people by any means necessary. Один казак из грону столил, ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву, повод уронил. Vous êtes très content de votre condition d'ouvrier, j'imagine. Ah oui, c'est que les cadences sont déjà trop forts, les salaires sont pas assez élevés pour ce qu'on travaille. On est des militants syndicaux, je veux dire, c'est rien que ça qu'on a à faire. Ça veut dire c'est une chose qu'on... Travailleuses et travailleurs, syndiqués, non syndiqués, autonomes, pigistes, en agence de placement temporaire ou en recherche d'emploi, travailleuses et travailleurs immigrants qui veulent faire valoir leurs compétences au Québec. En collaboration avec la CSN, Radio Centre-Ville vous présente Travailler ensemble au Québec en 2015. Les défis, les enjeux, les luttes. En programmation spéciale du 9 au 13 novembre prochain à 11h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM. Vous avez aimé cette émission? Nous aussi. Réécoutez-la sur radiocentreville.com. L'Initiative, journal montréalais de l'économie, du social et du multiculturel. Visibilité, impact, rendement, écoute. L'Initiative, partenaire de votre communication publicitaire. Rendez-vous sur l'initiative.ca. Le Festival de films Cinémania vous convie du 5 au 15 novembre au Cinéma Impérial de Montréal. Pendant 11 jours, Cinémania célèbre la richesse du cinéma français. Une sélection d'œuvres passionnantes s'étant démarquée dans les plus grands festivals de cinéma internationaux, dont le Festival de Cannes. Ne manquez pas notamment la Palme d'Or d'Ipan de Jacques Audiard, également Valley of Love avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Venez à la rencontre de Françoise Fabian, invitée d'honneur. Procurez-vous dès maintenant vos tickets sur festivalcinemania.com ou au comptoir de la vitrine. Radio Centre-Ville, 102,3 FM.